Si vous êtes fan de Dexter, vous avez immédiatement reconnu ces images, illustrations visuelles des rituels matinaux de l'aimable psychopathe qui font office de générique à la série. Expert médico-légal à la police criminelle de Miami le jour, analysant les traces de sang présentes sur les scènes de crime, tueur en série la nuit, avec pour code hérité de son père adoptif de ne s'en prendre qu'aux criminels ayant échappé au système judiciaire, Dexter est la parfaite figure de l'anti-héros, voire même du super-héros maudit. La série a récemment connu un revival avec la diffusion de Dexter les origines, une préquelle qui, semble-t-il, a connu un retour critique mitigé du fait d'un fanservice trop appuyé et d'un trop faible nombre d'idées fraîches. Personnellement, ce n'est pas cette préquelle qui m'a poussé vers la série, mais une violente grippe contractée fin 2024, au cours de laquelle je me suis souvenu que mon meilleur ami d'enfance, Mathieu, m'avait vivement conseillé de la regarder. On l'oublierait facilement, mais la véritable origine de cette série télévisée est une série littéraire, imaginée par Jeff Lindsay et dont le premier épisode, Darkly Dreaming Dexter, fut publié en juillet 2004, soit un peu plus de 2 ans avant son portage à l'écran. Le succès de la série aidant, le personnage fut de plus en plus iconisé et c'est de plein droit que Dexter devint une sorte de super-héros quand, en 2013 et 2014, parurent tour à tour 2 mini-séries de comic books écrites par l'auteur original et publiées par Marvel, Dexter A Graphic Novel et Dexter Down Under. Mais ce personnage iconisé correspond-il vraiment à la première vision qu'en a eu l'auteur ? Et que vaut vraiment le livre, puisqu'on sait que très souvent les adaptations sont considérées comme inférieures aux matériaux d'origine ? Je vous dis ce que j'en pense dans quelques secondes. La première question que vous vous posez probablement, c'est de savoir à quel point le scénario de la série coïncide avec celui des livres, évidemment. En fait, pour Dexter, c'est très simple, puisqu'il y a uniquement la saison 1 et le premier livre qui coïncident en termes de scénario. Dès la saison 2, ça se différencie complètement, c'est plus du tout la même chose. D'ailleurs, il y a un personnage très important qui meurt dans la saison 2, et il y a aussi un personnage très important qui meurt dans le premier livre, mais ce n'est même pas le même personnage. Donc ça m'a quand même pas mal surpris. Donc c'est complètement différent. À titre personnel, ce que j'ai préféré de tout Dexter, c'est la saison 2, même si la première saison est très bonne, évidemment. Donc ça vous dit un peu mon opinion. Là, je suis en train de regarder la saison 3, j'ai pas tout vu. Mais ça, c'est pour mon opinion générale sur la série. Alors le début du livre est très similaire à ce qu'on peut voir dans la série, c'est presque de la paraphrase. Dexter commence par assassiner un abuseur d'enfants, un tueur d'enfants. Ici, c'est un prêtre, je sais plus trop bien ce qu'il en était dans la série, point commun. Ensuite, ça continue avec la scène de crime avec la prostituée qui se fait tuer et découper parfaitement sans qu'il y ait la moindre goutte de sang. Et la rencontre avec Deborah, qui est sa sœur. Donc tout ça, c'est vraiment très similaire. Rencontre de La Guerta aussi, il me semble, qui est très désagréable avec Deb et qui veut pas qu'elle monte les échelons de la police, qui a beaucoup de mépris pour elle. Tout ça, c'est la même chose. Je me demandais un petit peu si ça allait être comme ça pendant tout le roman. Heureusement, vous allez voir, il y a quand même des grosses différences. Une différence qui m'a un peu amusée, que je ne sais pas exactement où placer dans cette vidéo, c'est que cette fois-ci, les petites plaquettes de sang qui sont vraiment iconiques un peu, ici, il les place dans sa bibliothèque, ce qui n'est pas super prudent de sa part. Je trouve ça amusant d'en parler parce que clairement, l'auteur dit que c'est un moyen pour lui de revivre ses souvenirs et que Harry avait conseillé à Dexter justement de ne pas garder les coupures de journaux, et donc lui voilà, son petit souvenir c'est ces petites plaquettes de sang. Je trouve ça amusant. Bon, sinon il y a quand même des éléments qui différencient tout de suite la série du livre. C'est pas forcément des éléments qui m'ont énormément plu. Ce qui m'a plu, c'est que très vite Dexter évoque le passager noir. On en parle uniquement dans la saison 2 dans la série. Ici on en parle tout de suite. Et donc le livre est écrit en focalisation interne, à la première personne. Donc ça, c'est intéressant. On se dit qu'on va en apprendre plus sur la psychologie de Dexter, ses intentions, etc. Et il parle tout de suite de ce passager noir. Ça m'a hypé, entre guillemets. J'ai été un petit peu déçu du développement de cette chose-là, mais j'en reparlerai plus tard aussi. Alors dans la série, ils ont très bien adapté ce côté focalisation interne avec les voix off qui glissent de temps en temps. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Bon, sinon, le point qui m'a pas plu, que j'ai trouvé assez ringard en fait au début du livre, c'est la représentation qui est faite
des femmes et l'humour, les blagues de cul un peu immatures en fait que fait l'auteur. Bon voilà, je suis pas spécialement ni féministe ni quoi que ce soit, je cherche pas à gagner des points de vertu en disant ça, mais je trouvais que c'était assez gratuit, on sentait le fantasme de l'auteur derrière en fait, ce qui aurait dû être tout simplement les impressions de Dexter, puisque je viens de parler de narration à la première personne. Je trouvais que c'était assez maladroit, puisque bon déjà c'était assez peu réaliste que tout son entourage soit désirable à Dexter, y compris d'ailleurs, et ça c'est un peu tordu, je trouve, c'est sa sœur. Il commente le physique de sa sœur en expliquant à quel point elle est belle. Je trouvais que c'était à la fois peu crédible en termes de réalisme tout simplement social, on va dire, mais aussi du point de vue de Dexter, puisqu'il est essentiellement asexué, comme vous le savez si vous avez vu la série. Ça n'attire pas du tout la sexualité, le sexe, ça le dégoûte même énormément. De ce point de vue-là, il n'a pas grandi d'ailleurs, il n'a pas maturé tout ça. Il y a la Guerta qui le drague exactement comme dans la série. D'ailleurs, dans la série, ça s'estompe assez vite, hein, alors que ça continue tout le long du livre. Et puis, il y a une autre chose qui est importante à dire, c'est que vraiment Rita est totalement un alibi dans le livre. Il n'a aucun lien affectif véritable, on va dire, avec elle. C'est son alibi pour paraître normal, et il se réjouit d'à quel point ça marche. Il a surtout de l'affection pour Cody et pour Astor, ses deux enfants, à Rita, puisqu'en fait, il voit un peu en eux des anges innocents, en fait. Hein. C'est pas écrit comme ça, mais il a ce traumatisme d'enfance de la mort de sa mère, dont il ne connaît pas bien les dessous au début de l'histoire, et il voit un peu les enfants comme des êtres innocents à protéger, en fait, et c'est pour ça qu'il les aime beaucoup, et ce sont les seuls êtres, les enfants, pour lesquels il a de l'affection. Donc voilà pour les impressions générales que laisse le début de la lecture. Heureusement, cet humour un peu de cul comme ça, un peu ringard, très lourd, un peu américain, lourdingue, disparaît. Et après, on voit plus l'humour de Dexter, qui est très mordant, peut-être même plus que dans la série, et qui est l'un des meilleurs aspects en fait de l'écriture de l'auteur. C'est qu'il a un bon sens de la formule, un humour noir et pince sans rire bien réussi. Ça m'a plu. Le personnage de Dexter, je sais pas si je l'avais compris ou si j'ai bien fait passer l'idée, mais il est beaucoup moins sympathique, il est vraiment méchant ici. Quel méchant, qu'il est méchant. Alors que clairement, bon, là où j'en suis de la série, on nous donne vraiment l'impression, et en tout cas, c'est ce qui est illustré, qu'il a une possibilité un peu de rédemption, il se fait des amis, il a de l'empathie pour des personnes. Je vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler, mais c'est clairement pas le cas dans le livre. Et on sait que ça n'arrivera jamais. Un gros point qui m'a déçu dans ce livre et qui pourtant enrichit vraiment la série avec des arcs narratifs un peu plus variés, c'est tout simplement le fait que les personnages secondaires soient très peu développés, peu présents et je dirais même assez peu sympathiques. Alors vous avez Matsuka qui fait ses blagues de cul et ça, bon, ça fait partie du personnage et ça, on va dire, voilà, c'est comme ça passe bien. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. De la même façon, Angel Batista, mais lui en fait il est juste là pour faire de la figuration, j'ai envie de dire, puisqu'à chaque fois il est présenté comme Angel sans aucun rapport, Batista parce qu'en fait il y a une homonymie avec un homme d'état cubain qui a été renversé par Fidel Castro. Donc on nous explique ça au début et après à chaque fois c'est Angel aucun rapport, mais c'est tout. Bon, Rita, j'ai déjà expliqué qu'elle avait un rôle mineur, mais c'est même un peu pire que ça, puisqu'en fait autant dans la série, on a l'impression de la voir à peu près peut-être un jour sur deux, autant là, on a l'impression qu'il la voit une fois par semaine. Il n'y a pas l'arc narratif du mari violent qui est en prison et qui revient, donc c'est moins riche aussi de son point de vue. Deb, bon, je l'ai trouvée relativement insupportable pour être franc, parce que elle a assez peu d'initiative personnelle et elle passe tout son livre à dire merde et à taper sur Dexter, donc elle est assez grossière comme dans la série, mais ça tourne un peu en rond. Et après, pour ce qui est des personnages, oui, voilà, assez clichés. Vous avez la Guerta, qui est arrivée là uniquement en léchant des culs et en faisant de la politique, quoi. Et qui est vraiment une inspectrice nulle, qui a aucun pouvoir de déduction ou quasi, quoi. À la fin, elle se rattrape un peu, mais... Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais pas plus que ça. Elle est là pour draguer Dexter et pour montrer son côté asexué, mais comme je vous expliquais, c'est un peu ambigu quand même au début, puisque l'auteur écrit beaucoup avec ses petits fantasmes quand même, je trouve. Et puis pour ce qui concerne Dogs, donc c'est pareil, hein. Il n'y a pas son enquête dans la mafia là, donc c'est encore un arc narratif en moins.
Et lui, il est là vraiment pour être le personnage purement instinctif et agressif qui a senti que Dexter n'était pas normal, mais qui ne sait pas expliquer pourquoi. Et voilà, qui a à moitié envie de le tuer ou de le confronter, quoi. Il y a un personnage qui est absent et qui est très important. Si vous avez vu la saison 1, c'est le prothésiste, n'est-ce pas? Et c'est un personnage important, vous le savez, il n'est pas là non plus en tant que tel, en tout cas en tant que prothésiste. Pour ce qui concerne l'histoire de cette saison 1 et livre 1 tel que c'est raconté dans le livre, je dirais que la narration est beaucoup plus linéaire dans le livre. Et ce livre s'apparente beaucoup plus à un thriller psychologique qu'à une enquête policière, dans son déroulement et dans sa résolution aussi. Pour ce qui est de son déroulement, dans la série, si vous voulez, il y a plusieurs affaires parallèles, ça je l'ai déjà dit, mais vous avez aussi plusieurs meurtres, plus de meurtres d'ailleurs du tueur principal, le tueur de glace, là, hein, qui fait la première victime sans la moindre trace de sang, là. Il fait des clins d'œil concrets à Dexter dans la série, ce tueur-là. Il expose les membres découpés à chaque fois d'un agent de sécurité, si vous vous souvenez bien. Il garde kidnappé un agent de sécurité. Et à chaque fois, il expose des membres, par exemple dans un parc, etc. Plein d'endroits où est allé Dexter. Et des souvenirs importants pour lui dans sa vie. Je crois qu'il y a un vestiaire de foot aussi, je ne sais plus très bien, j'ai un petit peu oublié. Mais à chaque fois, dans des endroits emblématiques pour lui, il dépose soit des photos ou des membres, hein. De la même façon, il dépose dans le frigo cette fameuse Barbie, là, ce qu'il fait aussi dans le livre. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué auquel j'ai jamais fait attention, mais ça va très loin puisqu'il essaye de se rapprocher de la sœur de Dexter. Et il profite de son travail de prothésiste pour soigner sa propre victime, hein, celle à qui il a découpé les membres dans l'hôpital. Et il tue leur père biologique à Dexter et lui, pour entraîner ce week-end familial et parler avec Dexter. Donc vraiment, il fait effraction dans ses souvenirs, dans son intimité, et il a un contact très direct avec Dexter et de plus en plus proche, jusqu'à vouloir tuer avec lui. Dans le livre, c'est très différent, puisque le tueur communique avec Dexter, mais de façon beaucoup plus, on va dire, symbolique, et je dirais même cryptique en fait, puisque vraiment Dexter devine que c'est à lui que les messages sont adressés, mais de façon quasiment surnaturelle, hein. Au début, vous avez ce premier meurtre qui est déjà à moitié pris comme un message par Dexter, ce qui est le cas aussi dans la série, remarquez. Mais bon, il trouve que c'est magnifique, que c'est une œuvre d'art, ça c'est le gros point commun. Et il y a pas de sang, ça le marque beaucoup. C'est le premier élément, bon pourquoi pas, mais ça suffit pas. Et alors après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier rêve prémonitoire, il y en aura plusieurs au fil du livre. Et dans ce rêve prémonitoire, Dexter a l'intuition de l'endroit où se trouve le camion à glace dont il a deviné que se servait le tueur à glace. Il a une intuition en pleine nuit à 4h du mat, il se rend sur un pont et c'est là qu'il se fait envoyer sur le pare-brise la tête de la nouvelle personne décapitée. Je sais plus si c'est une prostituée ou pas d'ailleurs, j'ai un peu oublié. Mais il le reçoit comme ça, et voilà, donc il a un rêve prémonitoire, il se rend sur les lieux du rêve prémonitoire, il reçoit ça, et c'est un peu magique. Je sais plus trop comment ça se passe dans la série, mais il n'y avait pas de symbolisme aussi clair qui allait dans ce sens-là, et surtout il n'y avait pas de nouveaux rêves prémonitoires, où à chaque fois il se demandait d'ailleurs si c'était de la télépathie, un message qui lui était communiqué, ou si ça venait de lui en fait, hein. Alors pour alimenter un petit peu ces intuitions, évidemment vous avez quelques indices du tueur, donc comme dans la série je l'ai expliqué, vous avez cette Barbie dans son frigo qui montre que quelqu'un est venu chez lui par effraction et a déposé la Barbie. Ici en plus elle a un petit miroir miniature accroché sur le buste, comme pour dire voilà coucou, je te connais, je te comprends, je connais tes méthodes. En tout cas il l'interprète tout de suite comme ça. Et puis plus tard, alors il fait un rêve dans lequel il y a plusieurs corps qui sont tués, ce qui est le cas sur le lieu du crime, et l'un de ces corps porte le rétroviseur du camion. Alors il se dit encore une fois, ça m'est directement adressé. Alors bon, j'ai décidé de ne pas vous spoiler la fin pour les personnes qui voudraient éventuellement lire le livre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce livre, Dexter aura très peu d'indices pour remonter au tueur. Il va se demander s'il est fou, si c'est lui qui a accompli les meurtres ou non, et il va résoudre l'enquête vraiment de façon quasiment miraculeuse. Si vous voulez, il y a un côté... ça fait un peu tarte à la crème, mais il y a un côté un peu Stephen Kingien, paranormal, surnaturel, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais c'est assez peu une enquête policière, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'indices, et où il devine des choses de façon purement intuitive, on va dire. Évidemment, c'est une dimension qui est totalement absente de la série.
C'est là que le titre initial du livre prend tout son sens, Darkly Dreaming Dexter, donc je sais pas trop comment on pourrait le traduire, ils ont bien fait de changer le titre, mais en gros c'est, on va dire Dexter le sombre rêveur ou quelque chose comme ça. Donc l'axe principal du livre, c'est tout simplement de se dire, bon, est-ce qu'il fait des rêves prémonitoires? Est-ce qu'il a un lien un peu télépathique avec le tueur qui fait qu'il peut recevoir des messages de sa part? Ou est-ce que tout simplement, et ça il en parle à un moment, il commettrait des sortes de meurtres somnambuliques. Vous avez peut-être envie de découvrir tout ça par vous-même en lisant le livre, donc j'ai décidé de mettre une petite interruption dans la vidéo où je vous lis un extrait. C'est l'extrait d'un des meurtres qui met en avant un peu l'incompétence de Laguerta. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter ça, en tout cas la partie d'après, il faudra la couper et passer directement à la conclusion si vous ne voulez pas être spoilé. N'y avait-il pas un miroir aussi pour l'un des autres meurtres, s'enquit faiblement Eric le Viking, s'efforçant à tout prix de ne pas regarder? Avez-vous identifié les... demanda Nick machin chose. Sa tête commença à se tourner vers le fond de la pièce, mais il se reprit à temps. Est-ce que les victimes sont des prostituées, inspecteur? Écoutez, dit Laguerta. Elle avait l'air un peu agacée, et une pointe d'accent cubain colora sa voix l'espace d'une seconde. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je me fiche que ce soit des prostituées, je me fiche qu'il y ait un miroir, je me fous de tout ça. Elle reprit son souffle et poursuivit, beaucoup plus calme. On a l'autre tueur qui est sous les verrous, on a un aveu. Là, c'est une affaire complètement nouvelle, d'accord? Voilà ce qui compte. Vous voyez vous-même, c'est différent. Alors pourquoi êtes-vous chargé de l'enquête? Demanda Eric le Viking, très justement, pensai-je. Laguerta montra des dents de requin. Parce que j'ai résolu l'autre affaire, répondit-elle. Mais vous êtes sûr qu'il s'agit vraiment d'un nouveau tueur, inspecteur? Demanda Rick Sangre. Ça ne fait aucun doute. Je ne peux pas vous donner de détails, mais j'ai des analyses de labo pour preuve. J'étais certain qu'elle se référait à moi. J'en tressaillis de fierté. Mais c'est drôlement similaire tout de même. Même quartier, même technique grosso modo, commenta Eric le Viking. Laguerta le coupa. Rien à voir, dit-elle, rien à voir. Vous êtes donc absolument convaincu que McHale a commis tous les autres meurtres et que ceux-ci sont l'œuvre d'un deuxième tueur, dit Nick machin chose. Parfaitement, répondit Laguerta. Du reste, je n'ai jamais dit que McHale avait commis les autres. Pendant un instant, les journalistes en oublièrent la déception de ne pas avoir pu filmer. Quoi? Finit par articuler Nick machin chose. Laguerta rougit. Je n'ai jamais dit que McHale était coupable. McHale a dit qu'il était coupable, d'accord? Qu'est-ce que je suis censé faire? Lui dire rentrez chez vous, je ne vous crois pas? Eric le Viking et Nick machin chose échangèrent un regard éloquent. J'aurais fait de même si seulement j'avais eu quelqu'un en face de moi. Je me contentais de jeter un coup d'œil furtif à la tête centrale sur l'autel. Elle ne me fit pas exactement un clin d'œil, mais je suis sûr qu'elle était aussi stupéfaite que moi. Comme je le disais plus tôt, la spécificité du livre, c'est cet aspect paranormal. Le principal du suspense est construit autour du fait que Dexter se demande s'il pourrait ou non être finalement lui-même le tueur de glace. Alors c'est un suspense qui monte, le passager noir prend de plus en plus d'importance. D'ailleurs Dexter se met à parler en nous, il croit qu'il devient fou, etc. Et jusqu'au moment où il y a un indice clé qui n'existe pas dans la série apparaît, c'est qu'il se voit avec sa sœur Deb. Il croit se voir en tout cas sur une caméra de surveillance et il récupère les bandes chez lui puisqu'elle a la même éthique, le même sens de l'honneur que leur père. Et elle lui dit bon, écoute, t'es libre de tes choix, maintenant soit tu assumes en gros que c'est toi le tueur et tu me dis la vérité, enfin tu en fais quelque chose, mais elle le pousse à assumer et elle lui dit ce soir à 20h je viendrai chez toi et voilà, et ce sera l'explication finale. Alors Dexter évidemment n'arrive pas à lui dire que c'est pas lui puisqu'il n'en a même pas la certitude tellement les visions qu'il a dans ses rêves sont vivaces. Il se voit couper les corps, il voit exactement les victimes de façon prémonitoire qu'il retrouve sur les lieux de crime. Et alors ce qui se passe c'est qu'il s'endort très longtemps et quand il se réveille il est bien au-delà de 20h et Deb n'est pas là. Il comprend très rapidement qu'elle a été capturée, kidnappée par l'auteur des crimes, l'auteur réel des crimes. Et celui-ci a laissé à l'arrière de sa voiture une Barbie
avec une indication en fait relativement claire de l'endroit où il l'a mise. Donc c'est dans un port, vous avez tout un tas de containers. Si vous avez vu la série, ça vous parlera forcément. Malheureusement pour Dexter, là-dessus, LaGuerta le retrouve, elle le suit. Il se retrouve dans sa voiture à subir une espèce d'interrogatoire. Elle lui explique que, en fait, à moitié par jalousie et à moitié parce que Dox l'a poussé à douter de lui, puisqu'il se doute toujours des méthodes des criminels et de qui est coupable, etc. Bref, donc à moitié par jalousie du fait qu'il l'ait rejeté et parce que Dox l'a poussé à enquêter, tout simplement, elle s'est rendue devant chez lui et elle l'a pris en filature. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouve là-dedans. Manque de peau pour elle. Lui, par pure intuition, encore une fois, et c'est là que ça devient un peu... on est entre le paranormal et la facilité narrative, puisque ils vont tous les deux d'un côté. Alors, lui, il choisit évidemment le bon côté, il arrive à entraîner LaGuerta du mauvais côté, et il se retrouve dans un conteneur. Et si vous avez vu la série, vous savez que c'est dans un conteneur que sa mère a été découpée à la tronçonneuse quand il était petit, s'est retrouvé dans une mare de sang, ce qui a induit chez lui ce traumatisme du sang, qui fait qu'il a été tellement frappé par le premier meurtre. Il se retrouve dans ce conteneur qui est mis en scène avec du plastique comme ses propres scènes de crime. Et là, qui est-ce qu'il retrouve évidemment? Deb, qui est attachée, et celui qui se révèle en fait être son frère. Et voilà, il a un flash de son passé, son frère lui l'aide un peu à se rappeler. C'est son grand frère Brian en fait, Brian Mawson je crois. Et voilà, alors il déballe tout, sans jeu de mots avec le fait qu'elle soit emballée dans du scotch, mais il déballe tout devant Deb, sur leur passé, sur leurs instincts communs de tueurs. Ce qui fait que Deb est au courant, en fait, du coup, dans le livre, qu'il est un tueur. LaGuerta entre, elle essaye de tirer sur Dexter en se disant « Je me disais bien que cet enfoiré était un tueur ». Manque de peau, elle se fait poignarder par Brian, le frère, elle arrive à tirer dessus. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que LaGuerta, elle meurt en fait, là, comme ça. Le suspense est entretenu jusqu'au bout sur le fait que Dexter, poussé par son frère, aurait finalement tué sa sœur, on va dire, adoptive, enfin, la sœur de son père d'adoption, ou bien s'il aurait tué Brian. Et la dernière scène, c'est l'enterrement de LaGuerta. Alors en plus, c'est marrant parce qu'il dit qu'il adore les enterrements, alors que dans le livre, c'est pas le cas, dans la série, ça n'est pas le cas. Et vous avez Dox qui le regarde noir pendant toute la cérémonie parce qu'il se doute de quelque chose. Et on se devine que dans le livre suivant, il risque de le suivre. Il a laissé en vie Deb, il a laissé en vie Brian, qui considère tous les deux comme des membres de sa famille. Et donc ça, c'est la fin du livre. Et donc le livre, c'est ça, c'est une série d'intuitions rêvées qui mènent au tueur. Et c'est la révélation de son passé sous forme de flash quand il se retrouve sur le lieu du crime exact où sa mère est morte, dans un autre conteneur, mais exactement au même endroit. Alors pour mémoire, dans la série, c'était beaucoup plus concret là aussi, puisque le tueur avait mis en scène un crime très gore en fait. Je crois que c'était dans une chambre d'hôtel, encore une fois, je me souviens pas forcément très bien, mais elle était vraiment inondée de sang. Ça a pris Dexter à la gorge qui a dû sortir, qui a eu un malaise, il s'est mis à avoir des rêves qui lui ont rappelé le meurtre de sa mère, où il y avait eu, voilà, je vous l'ai déjà dit, à la tronçonneuse, truc bien gore. Et ça l'a poussé à s'informer sur les véritables événements qui ont eu lieu. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça qu'il est poussé à enquêter lui-même. Et avec ça, évidemment, vous avez après le meurtre de son père biologique, l'analyse ADN qu'il fait à l'hôpital, etc. La discussion qu'il a avec l'ami de son père qui est dans les archives. Enfin, il arrive à recoller les morceaux de son passé comme ça. Et pour ce qui concerne Deb, si vous vous souvenez de la série aussi, il l'emmène tout simplement sur un bateau, puisqu'il joue son petit rôle de prothésiste bien sous tout rapport. Et il pousse Dexter à le retrouver, et de la même façon à assumer sa vraie famille et sa vraie nature en tuant sa sœur, sauf que dans la série, il tue Brian, et il fait beaucoup plus un choix de gentil, on va dire. Pour terminer la vidéo, je vais finalement parler un peu de l'écriture. Je voulais surtout commenter l'histoire, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, évidemment, faire une comparaison avec la série. Mais pour ce qui concerne l'écriture, sachant que j'ai assez peu l'habitude de lire des policiers américains, forcément, du point de vue de la forme, c'était pas vraiment pour moi, on va dire. J'aurais bien aimé que ce soit clair, net et précis, mais c'est pas exactement ça.
Quand il y a des phases d'action, le rythme est assez percutant, c'est fluide, ça se lit facilement, évidemment, c'est toujours les qualités qu'on trouve à ce genre de livre. Moi, j'ai bien aimé le sens de la formule de Dexter et son humour, c'est vraiment les aspects qui m'ont plu. Mais là où je trouve l'auteur se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est quand il essaye de varier un peu ses effets, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il essaye de faire des descriptions psychologiques des états de Dexter, par exemple, là tout à coup il devient assez cryptique et on n'arrive pas à suivre où le personnage se trouve. Par exemple, Dexter entame une réflexion à tel endroit, il la termine à tel autre et pour lui ça paraît totalement normal mais on ne le suit pas en fait. Donc on va dire d'un point de vue géographique c'est assez perturbant. Et à d'autres moments on devine qu'il essaie de nous mettre des images dans la tête, un peu comme s'il écrivait le script d'une série télé. Seulement le problème c'est qu'on n'est pas dans sa tête et c'est beaucoup trop cryptique et tout à coup il passe du coq à l'âne d'une ligne à l'autre et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très clair. On voit pas ce qu'il veut nous faire voir et je trouvais ça dommage. Ce qui contribue peut-être un peu à ça, c'est que la traduction est parfois un peu maladroite où il y a des fautes de français. Bon, on peut le comprendre puisque souvent les traductions, enfin je sais pas si vous savez, mais c'est parfois fait vraiment dans la précipitation quasiment. Mais bon, il y a des tournures de phrases où au lieu de dire tandis que, on dit comme. Et puis à un moment, il y a Deb qui répond sur, enfin comme elle dirait sure en anglais, comme pour dire cause toujours, mais c'est des tournures un peu étranges pour une personne qui parle français, on va dire. Donc en résumé, voilà, j'ai trouvé le livre un petit peu maladroitement écrit. J'ai trouvé que la série était mieux construite avec des personnages plus sympas. Je trouvais que, par contre que le personnage de Dexter était sans doute plus crédible dans le livre en tant que psychopathe. Mais moi, ce que j'espérais voir développé n'a pas été bien développé. C'est-à-dire qu'on vous parle du Cavalier Noir dès le début. Alors c'est bien parce qu'il explique bien le premier meurtre que l'a encouragé à commettre son père. Exactement comme dans la série d'ailleurs, qui est l'infirmière qui lui administrait trop de morphine à son père en soins palliatifs. Et Dexter voit dans ses yeux que c'est une tueuse aussi, et il la supprime, et il explique bien que c'est la première fois que le passager noir prend les rênes en fait, de sa personnalité. Mais malheureusement, c'est pas un concept qui est développé. D'ailleurs, je vois pas très bien d'où ça vient. J'ai un peu l'impression que c'est un prétexte scénaristique comme ça, mais je veux dire, même en psychologie, je vois pas trop où il a pioché ça. C'est un peu une bricole conceptuelle que l'auteur met sur le tapis, mais on devine pas vraiment à quel moment c'est apparu. On devine évidemment que c'est après la mort de la mère de Dexter. Il y a cette histoire avec le sang. Alors l'un des frères est peut-être fasciné par le sang, l'autre pas du tout. Peut-être qu'ils ont des réactions différentes, mais de toute façon c'est pas creusé. On nous laisse à nos propres conclusions. Donc voilà, personnage plus crédible, mais bon, pas assez développé dans sa psychologie. Ou alors de façon brouillonne dans des descriptions qui nous perdent, alors autant nous laisser tranquilles. Hein. Donc un livre qui a un peu trop le cul entre deux chaises, entre enquête policière et paranormal. Paranormal peut-être pas assez effrayant et pas assez intriguant, et enquête policière basée sur un peu trop d'éléments concrets. Je m'attendais à avoir un livre meilleur que la série, comme c'est souvent le cas. Personnellement, j'aime beaucoup Paul Dark et Game of Thrones. Alors Game of Thrones, j'ai pas le courage de lire toute la série, je vous l'avoue. Paul Dark n'est pas traduit en français. Et voilà, ce sont deux de mes séries préférées, Dexter étant la troisième. Et bon, je suis un peu déçu. Je peux vous conseiller de lire le livre si vous avez déjà vu la série et comme moi, vous voulez voir d'où ça vient. Mais malheureusement, bon, préparez-vous, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Et je ne sais pas comment conclure cette vidéo.